Bonsoir à tous. Comme vous le savez, la deuxième législature de la 7e République du Parlement des jeunes du Niger a été mise en place hier par le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou. Ce matin, les députés juniors ont procédé à la mise en place du Bureau national du Parlement des jeunes, Mahmoud Idrissa Maïga et Asko Jibrila. Installé officiellement hier au Palais des Congrès de Niamey par le président de l'Assemblée nationale, le Parlement des jeunes du Niger a procédé aujourd'hui à la mise en place du bureau de l'institution junior. Après l'adoption du règlement intérieur du Parlement, les députés juniors ont élu à l'unanimité une présidente, une secrétaire générale et une secrétaire générale adjointe. Un bureau presque féminin. On constate que l'éducation est le fer de lance de développement de chaque pays. Or, au Niger, on constate un manque de niveau crucial des élèves. Quant à la troisième motivation, ça concerne la discrimination des jeunes filles. On constate surtout en milieu scolaire que les jeunes filles sont discriminées. Pas que les garçons ils sont meilleurs que nous, mais malgré tout ça, les jeunes filles sont discriminées. Mais par conséquence, elles sont les meilleures. Quand on va dans les établissements, la plupart des premiers des établissements sont des filles. Je vous assure de faire tout pour lancer des plaidoyers au niveau des autorités compétentes pour que les droits des enfants soient assurés. Parce que quand les droits sont assurés, quand les droits d'un enfant sont assurés, maintenant quand la personne ne réussit pas, ça le problème est à son niveau, pas au niveau de l'État. L'État n'a aucun problème à ce niveau. Et au niveau de l'éducation aussi, dans tout, et au niveau des trois problématiques, c'est le plaidoyer au niveau des autorités compétentes et ONG. Maintenant, il y a un point essentiel. Je veux me battre pour qu'il y ait un local pour les parlementaires juniors. Parce que j'ai été au Mali, j'ai constaté que les parlements des enfants du Mali ont leurs propres locaux, avec tous les équipements possibles. Chaque région est représentée par un vice-président et chaque région a un poste de responsabilité dans le bureau qui reflète donc la configuration géographique du pays. Lors de cette séance plénière du Parlement des jeunes, il faudrait le dire, les députés juniors ont fait preuve de discipline et de charisme. Des débats plus ou moins contradictoires, des questions tout autour du règlement intérieur, l'intelligence et l'excellence y est vraiment. Notez que par la même occasion, les députés juniors ont effectué une visite au musée national Boubou Hama de Niamey. Au cabinet du Premier ministre s'est tenue la réunion du comité interministériel sur l'initiative 3N sous la présidence du Premier ministre Brigitte Raffini. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre. La communauté chrétienne du Niger, à l'instar de celle du monde entier, a célébré ce jour, 25 décembre 2013, la fête de Noël. À cette occasion et comme à l'accoutumée, à la cathédrale Notre-Dame du Perpétuel Secours de Zongo, les chrétiens catholiques de Niamey, la capitale, se sont massivement retrouvés autour de Monseigneur Michel Kartategui, archevêque de Niamey, pour la messe de minuit retransmise en direct sur les antennes de l'ORTN. C'était en présence du ministre de l'Intérieur, Massa Oudou Hassoumi. Le reportage de Gérard Ablaziz. À la cathédrale Notre-Dame du Perpétuel Secours, c'est la traditionnelle messe de minuit retransmise en direct sur les 3 chaînes de l'ORTN qui a marqué Noël. Les chrétiens catholiques de Niamey, la capitale, sont sortis massivement dans la joie et l'allégresse, non seulement pour accueillir le divin enfant, sauveur de l'humanité, mais aussi et surtout pour prier et écouter l'archevêque de Niamey, Monseigneur Michel Kartategui. Noël, c'est Dieu qui naît parmi nous, mais c'est aussi nous qui naissons en Dieu. Mais y a-t-il une place pour lui dans notre vie? Ce soir, où va-t-il naître dans notre humanité? Déjà, ses parents n'avaient pas trouvé de place dans la salle commune au moment de l'enfantement. Sera-t-il contraint encore aujourd'hui de naître là où l'indifférence l'aura repoussé? L'indifférence nous guette constamment. L'indifférence est de se dire que l'histoire des autres, ce n'est pas notre histoire. Certes, à l'instant de l'information d'un drame, on s'émeut, mais l'émotion disparaît presque dans le même temps, et demain est un autre jour. Qui ne s'est pas ému
à l'annonce de ces enfants nigériens retrouvés morts avec leur mère dans le désert, alors qu'ils cherchaient des jours meilleurs ailleurs. Depuis, faisons-nous une place pour ces familles en désespérance et en errance, ou avons-nous laissé place à nouveau à l'indifférence? Qui ne s'est pas ému à l'annonce de tant de frères et sœurs nigériens qui connaissent encore cette année la famine à cause d'une pluviométrie irrégulière et capricieuse? Depuis, faisons-nous une place à ce qui compte sur nos gestes de solidarité et de partage, ou avons-nous laissé place à nouveau à l'indifférence? L'enfant Jésus qui naît ce soir doit réveiller nos consciences pour nous sortir de cette indigne indifférence si nous sommes prêts à le prendre dans nos bras et si on lui fait une place dans notre cœur. Monseigneur Michel Kartategui a souhaité bonne fête de Noël à tous, et spécialement à ceux qui ont été peut-être blessés par notre indifférence. Il s'agit des malades meurtris, des prisonniers mal aimés, des migrants mal accueillis, des jeunes incompris, des otages oubliés, etc. À l'occasion toujours de cette fête, l'archevêque de Niamey, Monseigneur Michel Kartategui, a livré un message de paix et de cohésion sociale à toute la communauté chrétienne du Niger et à la population nigérienne en général. La teneur de ce message. Et tout comme l'Église catholique, les autres églises présentes au Niger et à Niamey ont célébré l'événement par des messes au niveau de leurs lieux de culte respectifs. Gérard Ablaziz et Issoufou Noumou ont fait le tour de quelques-unes pour nous faire vivre l'ambiance. C'est également à l'IS que les autres églises présentes au Niger ont commémoré Noël. C'est en effet la plus grande fête chez les chrétiens. Pour nous les chrétiens, c'est une fête de joie, parce que Noël, c'est l'arrivée de cette terre-là d'un sauveur, celui qui pardonne nos péchés. Noël, c'est donc une occasion de pardon mutuel pour la paix dans le monde. En ce moment où Jésus est né, l'annonce a été faite par les anges. Et le message des anges est très clair. La paix pour les hommes ou sur les hommes que Dieu agrée. Alors le message que nous pouvons lancer en ce moment-ci, c'est un message de paix. Noël, c'est aussi un moment privilégié de rapprochement et de renforcement de l'unité avec l'autre. C'est très important au niveau, à cette occasion-là, de lancer un appel à tous les chrétiens du Niger de pouvoir vivre ce message d'unité, ce message de fraternité, non seulement entre eux, mais aussi à l'endroit des autres frères et sœurs d'autres confessions. Noël, c'est enfin une remise de soi en cause pour la bonne marche de l'humanité. Nous avons besoin de faire un tournant de 180 degrés pour revenir à Dieu. Et je crois que ce n'est pas trop tard. Tant que nous continuons à ignorer Dieu dans notre système de faire, eh bien, c'est cette situation difficile que nous connaissons un peu partout dans le monde, où vous n'entendez que guerre, crime, violence, alors que l'intention de Dieu, c'est la paix, la vie abondante, la joie, l'harmonie et la quiétude. C'est pour toutes ces raisons que le chrétien renaît pendant Noël, dépourvu donc de tout péché pour aborder avec beaucoup plus de sérénité les défis de la vie quotidienne. La directrice générale de Asusu SA a organisé hier après-midi à l'intention des enfants du personnel de Asusu une fête. Objectif, créer un cadre de retrouvailles et fêter ensemble avec le personnel de confession chrétienne la fête de Noël. C'était en présence du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Compte rendu, Sakinat Abdou et Salif Garba. Cette première édition de Fête des enfants, initiée par la directrice générale de Asusu SA, a pour objectif de renforcer davantage les liens de solidarité et de confraternité existants entre elle et son personnel. Ce cadre de partage, d'échange et de connaissances mutuelles a permis aux enfants du personnel de Asusu de se familiariser à l'image de leurs parents.
C'est ainsi des heures durant, ils ont joué dans un cadre propice consistant à créer une bonne ambiance comme prônée par la directrice générale. Aujourd'hui, nous sommes là pour la fête des enfants, pour la fête de nos enfants, mais aussi et surtout pour rester en solidarité avec les employés qui ne partagent pas la même religion que nous, pour fêter ensemble Noël au nom de la valeur diversité que nous prônons ensemble tous ici à Asusu SA. Cette fête se veut, au-delà de la fête, un cadre d'échange, de partage, mais surtout un cadre qui puisse permettre aux uns et aux autres, et surtout aux certains, comme disent le professeur Chapeau, je ne le vois pas encore parmi nous, pour que chacun puisse comprendre pourquoi quand l'époux n'est pas là à la maison, que l'épouse puisse comprendre. Quand l'épouse n'est pas là, l'époux doit comprendre. Et quand maman et papa ne sont pas à la maison, les enfants doivent comprendre pourquoi ils sont absents, pourquoi souvent ils ont les difficultés d'assumer leurs responsabilités respectives et d'apporter tout l'amour qu'ils méritent. Le président du conseil d'administration de Asusu a fait une brève présentation de cette institution avant de souhaiter bonne fête de Noël aux enfants. Asusu est une structure, comme j'ai l'habitude de dire, presque atypique, qui a commencé à partir d'une petite idée, mais qui a évolué très vite pour avoir le mérite aujourd'hui de vivre et d'avoir une propriété dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes représentés sur presque l'ensemble du territoire national. Et quand nous regardons aujourd'hui ce que nous avons sémé comme espoir à la population nigérienne, c'est immense et important. Il est très important parce que nous avons orienté nos actions en faveur des populations vulnérables. Le travail abattu pendant la période que nous sommes, nous avons vécu nous sommes pratiquement dans notre 10e année, nous a permis d'amasser un grand nombre de trophées nationaux, africains et même internationaux. Et à titre d'exemple, nous venons de revenir de l'Autriche, où Asusu a eu le privilège d'avoir un trophée que je vais demander à la directrice de vous présenter. Ce trophée, c'est à l'attention de l'ensemble du personnel et du conseil d'administration de l'administration, parce que c'est leur mérite. Et je vous souhaite à Asusu bonne Noël. Cette fête qui a vu les prestations des artistes comme Maliaro et Dingir Lampo, lesquels ont émerveillé ses progénitures qui certainement vont garder à jamais ce souvenir ayant un effet hautement social où parents et enfants partagent le même dénominateur qui est Asusu. Comment tu t'appelles? Voilà donc pour ce qui est de la fête de Noël. La mission d'information sur les résultats de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2013 au titre de la région de Tillabéri a bouclé ce dimanche son périple par le département d'Aïrou et de Tillabéri où elle a tenu un meeting et effectué des visites avant de rencontrer les acteurs locaux. Compte rendu, Zakari Mamane et Jibono. Après l'accueil réservé à la délégation ministérielle, s'en est suivi un meeting populaire, un meeting qui s'inscrit dans la droite ligne de la démarche initiée par le gouvernement pour entretenir et davantage informer les populations de plusieurs préoccupations. Intervenant à cet effet, peu après le maire et le gouverneur de la région, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est d'abord penché sur les résultats de la campagne agricole qui vient de s'achever. Le département d'Aïrou a comme bilan un déficit céréalier de 3 800 tonnes qui est nettement inférieur à celui de l'année 2012, estimé lui à 5 300 tonnes. Ce déficit est surtout important dans la zone nord. La sécurité et les autres sujets qui touchent la politique tels que le gouvernement national ou la motion de confiance et de la mise en œuvre de l'initiative Traded ont été abordés par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Peu après le meeting, la mission ministérielle a rencontré les responsables des services techniques, chefs de canton et chefs de village, acteurs de la société civile pour échanger avec ces derniers sur la situation de la campagne agricole.
Production agricole, production pastorale, point d'eau, reboisement, récupération des terres, fixation des dunes. Ainsi, dans le département d'Aïrou, la situation pastorale est plus ou moins bonne sur le plan fourrager, hydraulique et sanitaire. Tout de même, dans le souci d'apporter des solutions à certaines contraintes qui freinent le développement du secteur de l'élevage dans le département d'Aïrou, d'importantes recommandations ont été formulées. Le secteur de l'environnement, lui, a permis la réalisation de plusieurs activités dans le cadre de l'initiative 3N et qui auront profité aux populations pour toute activité confondue, la somme de plus de 100 millions de francs CFA. Dans celui de l'hydraulique également, d'importantes réalisations ont été obtenues. Au cours de cet échange, les acteurs d'Aïrou ont évoqué le problème des oiseaux granivores et des hippopotames, surtout qui limitent la pratique des cultures irriguées, y compris la riziculture pluviale comme en irrigué. Cette question des hippopotames sera au centre d'un forum qui sera organisé bientôt. Dans le département de Tillabéri, la mission conduite par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a marqué un arrêt au village de Sakwara pour remettre au groupement féminin qui exploite un site 3 motopompes, 12 sacs de semences de la pomme de terre et 4 sacs de semences du maïs. Un appui de l'État et qui, sans nul doute, va renforcer leur capacité de production. Le ministre Wassake Boukari et le gouverneur de la région Djabri Hassimi ont saisi l'occasion pour saluer et féliciter ces braves femmes de Sakwara pour leur engagement et leur détermination à faire de l'initiative 3N une réalité. La présidente du groupement, quant à elle a, au nom de l'ensemble des groupements féminins, remercié les autorités de la 7e République, à leur tête le président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, pour l'intérêt qu'il accorde à l'amélioration de leurs conditions de vie. Elle a réaffirmé que bon an, mal an, elles sont prêtes à se nourrir et à nourrir d'autres personnes par cette activité de cultures irriguées. Après Sakwara, ce fut le meeting où, après l'intervention du maire et celle du gouverneur de la région, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a entretenu la population de Tillabéri des mêmes questions développées à Aïrou. En rencontrant les différents acteurs, les résultats de la campagne agricole, la sécurité des populations insulaires, le problème des hippopotames et des oiseaux et celui de l'insuffisance des engrais ont été largement débattus. Des pistes, des propositions de solutions ont été trouvées et au regard de la situation présentée au plan agricole, pastoral, environnemental et hydraulique, le département de Tillabéri n'a pas enregistré des résultats satisfaisants. Cependant, pour y faire face et arriver à combler le déficit, des propositions ont été faites et comme l'a rappelé le ministre Wassake Boukari, des dispositions idoines sont déjà prises par le gouvernement. De l'agriculture, on va à la culture. Le ministre de la Culture, des Arts et Loisirs a rencontré hier après-midi à son cabinet le célèbre artiste musicien Bonkano Maïga. Objectif, apporter son soutien aux artistes nigériens pour représenter le pays à l'international. D'autres précisions avec Habib Garba et Hamidou Abdellah. Trouver des solutions aux problèmes qui minent le monde musical nigérien, aider les artistes à représenter le Niger à l'international, tels sont entre autres objectifs que vise cette rencontre. Une rencontre entre le ministre de la Culture, des Arts et Loisirs, Ousmane Abdou, et le célèbre artiste musicien et arrangeur Bonkana Maïga. Il s'agit pour nous de mettre en place un mécanisme pérenne pour le financement. Vous savez, la culture, c'est quelque chose qui, une fois que le financement est obtenu, peut générer beaucoup de ressources. Prenez par exemple le cinéma. Le Centre national de cinématographie reçoit peut-être, je ne sais pas, 200 millions par an de subventions. Mais il y a des films qui peuvent coûter 1 milliard. En ce qui concerne l'Institut national des arts et de la culture, c'est quelque chose qui verra le jour et qui va être accompagné par la mise en place d'un fonds pour le financement pérenne de la culture nigérienne. Au sortir de cette rencontre, l'auteur de la chanson Mariatou s'est dit satisfait. Il a également saisi l'occasion pour inciter les jeunes nigériens à faire de la musique un métier. Nous avons surtout parlé vraiment de musique, de culture et de voir comment est-ce qu'on peut aider les artistes nigériens. Les artistes nigériens comme moi je l'ai fait pour Moussa Poussi, Sadou Bori, aujourd'hui le groupe Soga et bien d'autres quoi. Cette visite de l'artiste international qui a débuté au Niger traduit la volonté des autorités de la 7e République à faire de la culture un domaine clé du développement socio-culturel du pays.
Fin cet après-midi à Niamey des travaux de la deuxième coordination nationale de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger CDTN. 2 jours durant, les participants ont débattu sur des questions touchant la vie du syndicat, dont le budget 2014, les élections professionnelles et le suivi des engagements pris par le gouvernement. Jibril Idrissa, secrétaire général CDTN. En ce qui concerne la gestion de nos revendications, il nous revient, conformément aux résolutions et recommandations dont nous venons d'adopter, de prévoir et d'entreprendre les actions nécessaires pour un règlement définitif de l'épineuse question des incidences financières liées aux avancements et reclassements. S'agissant des élections professionnelles, je demande aux membres des bureaux exécutifs nationaux des syndicats affiliés à notre confédération, aux coordinateurs régionaux et à l'ensemble des militantes et militants de s'investir pleinement pour une meilleure organisation de ces élections au cours de l'année 2014. Monsieur le ministre, nous souhaitons aussi que les différents engagements souscrits par votre gouvernement avec les partenaires sociaux puissent connaître des applications conséquentes. En réponse, le ministre du Travail et de l'Emploi a salué l'esprit de maturité et de dialogue qui a toujours caractérisé les actions de la CDTN. Salissou Ada a pris l'engagement au nom du gouvernement d'apporter des solutions idoines aux revendications de l'intérêt de notre pays. Suivez plutôt. Dans les recommandations, j'ai retenu 2 aspects essentiels. Le premier qui est relatif au non-paiement des incidences financières, c'est une réalité. Peut-être que nous ne sommes pas assez souvent beaucoup parlé. C'est des engagements que nous avons pris au nom du gouvernement pour payer ces incidences. Et à l'époque, je pense que c'était 2 paiements mensuels qui étaient prévus. Mais vous conviendrez avec moi qu'il y a eu un certain nombre de choses nouvelles qui ont intervenu. Nous avons tous à cœur, en cas de respect des engagements auxquels nous souscrivons volontairement, nous sommes disposés à créer les conditions pour que nous puissions en tout cas nous remettre sur cette voie pour éponger en tout cas ces incidences et voir les dispositions à prendre pour qu'on évite de faire de nouveaux arriérés. Cela en tout cas participe de la nouvelle vision que son Excellence Monsieur le Président de la République a par rapport à la promotion du dialogue social, qui fait que nous devons tout faire pour asseoir les bonnes bases pour que ça soit une réalité. Je vous annonce que vous pourrez suivre en partie magazine de cette édition le bilan des missions ministérielles sur les résultats de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2013. Et puis la Croix-Rouge nigérienne et celle de France en collaboration avec la direction régionale de l'hydraulique de Zinder ont procédé à la réhabilitation de 12 forages et des puits dans les communes rurales de Gangara et de Tarka. La cérémonie de réception de ces ouvrages s'est déroulée la semaine dernière. Jamila Amadou et Lawali Rufai. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations de la région de Zinder, les membres de cette mission ont procédé à la restriction provisoire des 12 forages et quelques puits réhabilités des villages de la commune rurale de Gangara et celle de Tarka, et cela à travers le projet Améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement de base, ainsi que des pratiques d'hygiène des populations cibles des départements de Tanout et Magaria. Au niveau des localités visitées, les missionnaires n'ont pas manqué d'attirer l'attention des populations sur la pratique d'hygiène et d'assainissement. Des conseils ont été également donnés au comité de gestion, conseils allant dans le sens de l'entretien et du suivi, afin que ce joyau combien important soit utile aussi longtemps que possible. Le vice-maire de la commune rurale de Gangara, maître d'ouvrage de ces travaux, a magnifié toute sa reconnaissance à l'endroit du généreux donateur, notamment la Croix-Rouge nigérienne et française, avec le soutien financier de l'Union européenne. Le travail a été bien fait. Et maintenant, ce qu'il a lieu de faire, c'est au niveau des suivis et la formation aussi. On devrait former le comité pour qu'il puisse bien gérer ces forages-là.
on va faire le tour pour au moins visiter les villages et former le comité qui sera mis en place et pour qu'on puisse bien gérer ça. Les populations ont à leur tour remercié les partenaires techniques et financiers pour l'appui combien important qui ne cesse d'apporter en ce qui concerne l'amélioration de leurs conditions de vie, mais aussi surtout l'accès à l'eau potable au sein des ménages. Il faut souligner que le coût des 12 forages réhabilités s'élève à plus de 64 millions hors taxes et celui de 5 puits réhabilités à plus de 17 millions hors taxes. Il faut également souligner que toujours dans le même cadre, une autre série de réhabilitation et de réalisation de forages et puits sera faite en 2014. Suite de cette édition, les résultats définitifs de la 4e enquête démographique et de santé à indicateurs multiples sont désormais connus. Ils ont été présentés ce matin par l'Institut national de la statistique INS. Cette opération de collecte de données s'inscrit dans le cadre de l'impact des politiques de développement mises en œuvre par le gouvernement. Détail, Joari Isiaka et Haman Sen. C'est la présentation des résultats de la 4e enquête démographique et des santé à indicateurs multiples. Elle a été réalisée de février en juin 2012. Elle concernait les hommes âgés de 15 à 59 ans et les femmes de 15 à 49 ans. L'objectif principal de cette enquête, c'est vraiment de mettre à la disposition du gouvernement des indicateurs socio-démographiques fiables sur la situation de la population en général et particulièrement vraiment sur les enfants de moins de 5 ans et les femmes. Donc beaucoup d'indicateurs devraient être actualisés, comme le niveau de fécondité, donc le niveau de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans, la prévalence contraceptive, le niveau de la prévalence aussi du VIH-Sida et beaucoup d'autres indicateurs. Donc vraiment c'est une enquête qui a beaucoup d'importance puisque c'est avec cette enquête que vraiment le gouvernement va essayer vraiment de réorienter tous leurs programmes et leurs politiques de développement, surtout dans le cadre du PDS 2012-2015. Cette enquête par sondage a porté sur plusieurs domaines, comme la fécondité, la connaissance et l'utilisation des méthodes de planification familiale en exemple. Les résultats de l'EDSN 2012 sont fort encourageants pour notre pays, mais appellent également à des actions immédiates à certains égards. En effet, ces résultats indiquent que la mortalité infantile et la mortalité infanto-juvénile ont connu une baisse significative en 10 ans. Leurs niveaux sont passés respectivement de 81 pour 1000 en 2006 à 51 pour 1000 en 2012 et de 198 pour 1000 en 2006 à 127 pour 1000 en 2012. Ceci est la conséquence des multiples efforts fournis par le gouvernement et ses partenaires au développement. Cette tendance nous incite cependant à renforcer les efforts déjà engagés. Les résultats de cette enquête sont disponibles car un rapport final a été élaboré et peuvent être consultés sur le site de l'Institut national de la statistique. Réception provisoire ce matin à Zangarta, Keita, des travaux du seuil d'épandage de la dite localité. C'est le gouverneur de la région qui a présidé la cérémonie en présence des responsables du projet de développement des exportations et des marchés agro-silvopastoraux. Compte rendu, Mohamed El Mokhtar et Laoli Seni. Avec ce genre de travaux qui permettent d'étendre les superficies exploitables en rechargeant les nappes, l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, est en train de prendre véritablement forme. Après avoir effectué la visite guidée du seuil d'épandage et les grandes étendues mises en valeur grâce à ce seuil, qui a permis de multiplier la superficie initiale qui était de l'ordre de 75 hectares par 4, le gouverneur de la région de Tawa, Barmo Salifou, a présidé sur le site même la cérémonie de la réception provisoire des travaux. Plusieurs orateurs au niveau local, le maire de Tamaské, le vice-président du conseil régional, le chef de village de Zangarata et le préfet de Keita ont pris la parole pour remercier le président de la République pour son souci de rendre exploitables toutes les potentialités avec les moyens de l'État et des partenaires comme Prodex pour mettre le Niger sur la voie de l'autosuffisance alimentaire. Avec ce genre d'environnement recréé et la cohésion sociale indispensable, nous n'avons qu'un seul devoir, celui de travailler pour permettre aux Nigériens de nourrir les Nigériens, ont ajouté en substance tous ces orateurs. Les points focaux du Prodex, quant à lui,
a transmis à l'assistance les salutations du directeur du Prodex, qui remercie également toutes les autorités et l'ensemble de la population pour leur compréhension et leur solidarité. Dans son intervention, le gouverneur de la région de Tawa, Barmo Salifou, s'est appesanti sur les réalisations du Prodex dans toute la région de Tawa avant de définir les objectifs du présent ouvrage. Ce sont le financement de plus de 677 sous-projets dans les différentes filières oignons, bétail, viande, cuir, peau et nibi. Le financement de 5 seuils de recharge de nappes épandage, le financement de 2 sites de protection rapprochés, la réalisation d'une piste de désenclavement des zones de production sur une longueur de 18,6 km dans le département de Madawa, le financement en cours d'une plateforme couverte pour le tri, le calibrage et le conditionnement de l'oignon à Tarnawa, le financement en cours d'un sous-projet de construction d'un marché à bétail à Karofan. Le coût global de ces sous-projets s'élève à 2 655 895 511 francs CFA, dont 2 428 69 076 francs CFA de subventions Prodex et 227 826 707 francs mobilisés par les promoteurs. Mesdames et messieurs, après le financement en 2012 de 2 seuils de recharge à Badam dans la commune rurale de Garhanga pour un coût total de 285 210 371 francs, Prodex vient de réaliser au profit des populations de Zangarata un nouvel ouvrage de recharge de la nappe dans cette vallée à vocation agricole pour un coût de 308 686 955 francs. Les objectifs de cet ouvrage sont la recharge de la nappe phréatique, l'épandage pour augmenter la superficie exploitable, le développement des cultures irriguées afin de lutter contre l'insécurité alimentaire. Ce seuil d'une longueur de 2180 mètres permettra aussi l'augmentation significative de la superficie exploitable de 75 hectares à 297 hectares. En plus, l'exécution des travaux a permis la création d'emplois temporaires pendant 5 mois durant lesquels 61 319 200 francs CFA ont été distribués sous forme de salaire. Restons à Tawa pour signaler cet atelier de restitution des travaux d'évaluation du projet Bonne Gouvernance dans la commune rurale de Tabalak. C'est le préfet du département d'Abalak qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Compte rendu Fatima Gabidine et Laolissini. C'est par une visite guidée du site centre de production du compost et des dépotoirs des déchets organiques à Sauna, quelques kilomètres de la commune de Tabalak, qu'ont commencé hier matin les activités de l'atelier final de restitution d'évaluation du projet Bonne Gouvernance. Après une brève démonstration de la composition du compost par le groupement maraîcher des femmes, la délégation s'est ensuite rendue à la mairie de la commune rurale de Tabalak où les activités prendront part. Prenant la parole le premier, le maire de Tabalak, M. Agali Al-Mokhtar, a tout d'abord souhaité la chaleureuse bienvenue aux participants. 2 jours durant lesquels les participants auront à discuter pour faire le bilan des travaux effectués afin d'apprécier et d'apporter des amendements si possible. M. Agali Al-Mokhtar a saisi l'occasion pour évoquer aussi les profits tirés par sa population à travers le projet Bonne Gouvernance financé par l'Union européenne. En prenant la parole à son tour, le préfet d'Abalak, M. Abdou Salam, n'a pas manqué de révéler l'importance de la cérémonie qui les a réunis. En effet, dira le préfet d'Abalak, dans la mise en œuvre des activités du projet Bonne Gouvernance à Tabalak, financé par l'Union européenne et ayant pour partenaire la commune rurale de Tabalak au Niger, la commune de Florence en Italie et l'ONG COSPE pour la mise en œuvre des activités du projet, les populations de Tabalak ont réussi plusieurs formations pour le renforcement des capacités des élus locaux et des organisations de la société civile. Avant de terminer son propos, il a attiré l'attention des uns et des autres à porter une attention particulière aux travaux de l'atelier.
Le coordonnateur de l'ONG COSPE, M. Ilyassou Moussa, a saisi l'occasion pour parler de l'objectif principal de cet atelier final et aussi les différents bénéficiaires. Ouverture lundi dernier à Difa des travaux de l'atelier de vulgarisation du guide de développement régional organisé par le ministère du Plan. Les détails avec Abdraman Boukari et Haroun Nassanda. Cette rencontre d'échange et de partage qui s'inscrit dans une démarche participative engagée par le ministère du Plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route du plan de développement économique et social 2012-2015 a pour objectif de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations locales à travers l'adhésion et la participation des acteurs locaux au processus d'élaboration du plan de développement régional. L'occasion pour le gouverneur de la région de Difa, M. Yacoubou Soumana Gao, en ouvrant les travaux de cette rencontre, de saluer d'abord la présence effective des uns et des autres autour de ces assises, preuve a-t-il souligné de l'importance à toute particulière qu'ils accordent à toute chose visant le développement du Niger en général et de la région de Difa en particulier, avant de s'apaisantir sur les différents processus qui ont conduit à l'élaboration de ce guide qui constituera désormais un cadre de référence pour la mise en œuvre des projets et programmes de développement. C'est pourquoi, pour finir, Yacoubou Soumana Gao a saisi cette opportunité pour exprimer à tous les partenaires techniques et financiers les sincères remerciements des populations du Niger, du président de la République à son Excellence Issoufou Mahamadou et du Premier ministre Birji Rafini pour la compréhension et le précieux soutien qu'ils n'ont cessé d'apporter au Niger dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté en vue de la résilience des communautés. Notons auparavant, peu après les mots de bienvenue du maire de la commune urbaine de Difa, M. Ousmane Koussouri, et le discours du président du conseil régional, M. Maïl Ourgari, qui s'est beaucoup penché sur l'importance du plan de développement régional et le rôle que doit jouer son institution dans sa mise en œuvre. Le représentant du ministère du Plan est intervenu pour rappeler à l'assistance qu'à travers cette démarche, le régime de la 7e République manifeste clairement sa volonté de voir devenir effective la territorialisation de sa politique de développement. La direction régionale de la santé publique de Zender vient d'organiser un atelier d'harmonisation des données nutritionnelles de la région. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le secrétaire général de la région. D'autres précisions avec Jamila Amadou et Faji Boukar. L'objectif principal de cet atelier est celui de contribuer à l'amélioration de la qualité des données et la gestion des entrants thérapeutiques de la prise en charge de la malnutrition dans les structures sanitaires de la région de Zender. À l'ouverture des travaux, le secrétaire général de la région de Zender a indiqué qu'au Niger, la situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans reste préoccupante. Et depuis 2005, les prévalences de la malnutrition aiguë évoluent de façon croissante avec toujours des seuils qui dépassent les 10%. Pour faire face à cette situation, devait-il ajouter, des stratégies sont mises en place par le ministère de la Santé publique en vue de recueillir des données des structures sanitaires à travers le système de surveillance nutritionnelle assuré de façon continue par des données de télégramme officielles chaque semaine. Aussi, la qualité de ce système dépend des données nutritionnelles fiables collectées à travers les maladies à déclaration obligatoire, le Scaling App et la manière dont ces dernières sont transmises aux différents niveaux de la pyramide sanitaire nationale. Albarka Alzoumamarou a également expliqué qu'au niveau de la région de Zender, selon l'enquête nutritionnelle de 2013, la prévalence de la malnutrition aiguë globale est de 11,7%. On remarque une amélioration du taux de prévalence comparé à l'année 2012, dont celui était de 15,9%, dont 3,2% sous forme sévère. Le secrétaire général de la région de Zender a indiqué que ce résultat est très encourageant pour la région de Zender et à cet effet, cette situation nutritionnelle doit être bien suivie afin de conserver les acquis. Cela montre que les efforts consentis par le gouvernement du Niger, au premier rang desquels son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République et les partenaires techniques et financiers, ont apporté un changement de la situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans, des femmes enceintes et des femmes allaitantes dans cette zone. C'est pourquoi dans son programme PDS, la composante 3N occupe une place de choix. Le secrétaire général de la région a enfin exhorté les participants à faire de bonnes réflexions pour que des données de nutrition de toutes les structures sanitaires de la région soient de qualité au service des populations.
Santé toujours, ouverture ce matin à Tawa d'une session de formation sur la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Cette formation durera 8 jours. Précision avec Fatimata Gabidine et Laoli Sini. La formation PESIM est une démarche qui consiste à la prise en charge des enfants de 0 à 5 ans afin de contribuer à la réduction du taux de mortalité infantile. M. Mahamadou Abdou, point focal PESIM DRSP Tawa, a, au nom du directeur régional de la santé empêché, souhaité la chaleureuse bienvenue aux participants. Aussi, ce dernier se réjouit d'avoir accueilli des formateurs agréés dans la capitale de l'ADER et attirer l'attention des différents participants à porter leur attention particulière aux travaux afin d'acquérir des compétences pour aller ensuite les mettre en œuvre. Il a, avant de terminer son propos, remercié l'assistance pour le déplacement effectué et souhaité plein succès aux travaux. Dr Soumana Omarou, référent technique santé et nutrition action contre la faim ACF Keta, a au nom du chef des bases empêché présenté leurs vifs remerciements à l'Institut de santé pratique ISP et à la Direction régionale de la santé publique d'Ottawa DRSP. Aussi, il espère une bonne collaboration de la part des participants afin d'en tirer profit pour sauver des vies humaines. Pour mieux lutter contre cette mortalité, il faut renforcer la capacité de CSI en ressources humaines compétentes et surtout en ressources matérielles pour mieux assurer la prise en charge. C'est une formation financée par ACF pour pouvoir accompagner le district comme d'habitude. Et cela nous permettra d'être tout près de nos acteurs et pouvoir lier plus des liens de la collaboration au profit des enfants, la survie des enfants. Pour mieux collaborer, il faut vraiment renforcer les capacités pour que chacun arrive à comprendre ce qu'on attend de lui. Et surtout dans cette formation, il y aura aussi un aspect, l'éthique et déontologie. Un aspect qui permet aux formateurs pour rappeler ces agents leurs responsabilités. Leurs responsabilités en face de la prise en charge des pathologies, en matière d'accueil des malades et surtout savoir leurs droits aussi envers les malades pour mieux réussir leur activité. Les travaux de la deuxième session ordinaire du Conseil des enseignements professionnels et techniques ont pris fin hier à Zender sous la présidence du ministre Cheikh Boudin Inna. Plusieurs résolutions et recommandations ont sanctionné la fin des travaux. Compte rendu Sandana Tahi et Faji Boukar. Les travaux de cette deuxième session ordinaire du Conseil des enseignements professionnels et techniques qui se sont déroulés ici à Zender sous la présidence du ministre Cheikh Boudin Inna ont été marqués par des présentations, débats et analyses pertinentes avec en toile de fond la promotion de ce secteur pour une meilleure contribution dans la réalisation du programme de la Renaissance du Niger, d'où ces importantes recommandations. Recommande à l'État de poursuivre les efforts de construction et d'équipement des établissements de l'EFPT au ministère des enseignements professionnels et techniques. Assurer la tenue régulière des sessions du Conseil régional de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique. Intensifier les actions de sensibilisation et de plaidoyer en faveur de la promotion de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique. Affecter au moins 2 conseillers pédagogiques par inspection. Suivre les jeunes formés dans le processus de leur insertion socio-économique. Pour la qualité de ces travaux, le ministre des Enseignements professionnels et techniques, Cheikh Boudin Inna, a remercié et félicité les participants. Ces conclusions et ces recommandations interviennent au moment où notre secteur doit répondre aux défis de la réalisation du programme de renaissance de son Excellence, M. Issou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et aussi au moment de la mise en œuvre de la déclaration de politique générale du Premier ministre, chef du gouvernement, pour le volet enseignement professionnel et technique. Je voudrais vous assurer que je ne ménagerai aucun effort pour la prise en compte et la mise en œuvre des recommandations issues de vos travaux. À noter enfin que les 7 écoles de Zender relevant du ministère des enseignements professionnels et techniques ont mis à profit la cérémonie de clôture de ces travaux pour décerner un témoignage officiel de satisfaction au directeur régional de Zender, Lawai Jarma, promu directeur national des enseignements professionnels et techniques.
Cap sur Agadez pour signaler l'ouverture lundi dernier des assises de la 3e session ordinaire du Conseil régional d'Agadez. Entre autres points inscrits à l'ordre du jour, le bilan des réalisations et les bases de l'élaboration du projet de développement régional. Les détails avec Hachim Mohamed et Nassirou Nakakal. L'ouverture de cette session a permis au président du Conseil régional d'Agadez de féliciter et encourager les membres de son institution pour le travail d'équipe abattu en 2 années d'exercice, et spécifiquement en matière d'animation des actions de développement. L'important déficit céréalier ou fourrager enregistré au sortir de la campagne hivernale a été au centre de l'intervention du président Anako, qui n'a pas manqué de préciser que cela nécessite de la part du Conseil régional une organisation et une mobilisation sans faille pour mettre les populations à l'abri de la famine et de la désolation. En cela devait indiquer le président du Conseil régional d'Agadez que l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, doit pleinement jouer son rôle. Pour cela, Mohamed Anako a rappelé aux conseils régionaux que les populations ont besoin de leur encadrement et soutien constant. La région d'Agadez, à travers l'Aïr, les Razers, les Taderas et les Kawar, a un rôle essentiel dans cette dynamique, dira Mohamed Anako. S'agissant du bilan des actions du Conseil régional d'Agadez, le président de cette institution a rappelé entre autres la réhabilitation des locaux abritant les sièges du Conseil. Au chapitre des perspectives 2014, le président du Conseil régional d'Agadez a évoqué les transferts de compétences et de ressources dans certains domaines conférés par la loi, l'inscription au titre de l'exercice budgétaire 2014 du FAT, Fonds d'appui à la décentralisation, et le fonds péréquation dans la dotation de l'Agence nationale de financement des collectivités territoriales. A noter que le président du Conseil régional d'Agadez a fait observer une minute de silence à la mémoire des 92 compatriotes morts en octobre dernier dans le désert au nord d'Arlit. Poursuivant son allocution, le président du Conseil régional d'Agadez a développé d'autres sujets non moins importants en rapport avec l'offensive diplomatique et le bilan de l'Association des régions du Niger, ARENI, ainsi que l'inscription de la vieille ville d'Agadez au patrimoine de l'humanité. Avant de terminer son allocution, le président du Conseil régional d'Agadez n'a pas manqué de présenter ses condoléances les plus attristées au peuple sud-africain en particulier et à tous les Africains en général suite à la mort de Nelson Mandela, pionnier de la lutte anti-apartheid et un infatigable messager de la paix dans le monde. Voyons à présent cette cérémonie officielle de remise de gros lots ce matin à la Loterie nationale du Niger. Plus de 30 millions de francs CFA ont été remportés par 2 gagnants des régions d'Agadez et Niamey. Ils ont été déclarés chacun l'unique gagnant dans l'ordre exact de l'arrivée de Kenté du mercredi 18 décembre et lundi 23 décembre 2013. Le résumé de Salamatou Mamadou Rabiou et Hamidou Abdellah. Avec la Loterie nationale du Niger, c'est la fortune aux gagnants et le bénéfice à la nation. Et jouer est synonyme de gagner chez la loterie. Monsieur Idrissa Munkaila Marou et Monsieur Moussa Mohamed ne l'ont pas appris à leurs dépens. Monsieur Idrissa Munkaila Marou, qui est le 534e gagnant multimillionnaire de l'année 2013, il est le 40e des cas millionnaires. C'est-à-dire les gagnants de plus de 10 millions, il est le 40e de cette année. Il a été donc déclaré unique gagnant dans l'ordre exact de l'arrivée du quintet de la journée 352, correspondant au mercredi 18 décembre dernier. La valeur de son lot est de 10 526 500 francs. Il gagne un ordre et un bonus. Il est habitant de la région d'Agadez, tout précisément d'Arlit. Monsieur Moussa Mohamed Al-Galiou, qui est le 539e gagnant multimillionnaire de l'année. Il est le 41e des cas millionnaires. Il a été déclaré unique gagnant dans l'ordre exact de l'arrivée du quintet de la journée 357, correspondant à la journée du lundi hier, donc 23 décembre 2013. Il gagne la coquette somme de 29 450 500 francs, soit un ordre et 2 bonus. Il est habitant de la communauté urbaine de Niamey. Au nom de la directrice générale ici présente et de l'ensemble du personnel de la Loterie nationale du Niger, nous vous souhaitons un bon usage. L'un des heureux gagnants a exprimé son sentiment de joie. Je suis très fier et je remercie vraiment le LANI qui investit toujours de plus en plus
qui met des grandes cagnottes et vraiment je suis très fier. Je vais investir dans mes études, continuer mes études. Cette année, si j'ai eu mon bac, je vais investir et aller étudier à l'extérieur. Je les encourage à venir tenter leur chance parce que la chance là, ça vient et il faut la chercher vraiment. Alors, chers parieurs, faites comme ces deux messieurs, jouez pour devenir des multimillionnaires. Une des ambitions de la Loterie nationale est de lutter contre la pauvreté au Niger. Un mot de littérature dans ce journal. Dans le cadre du mois du livre, un atelier d'écriture a débuté ses travaux ce matin au CCOG, précisément au Centre national du réseau des bibliothèques et de la lecture publique. Un atelier de 5 jours qui regroupe une quinzaine de jeunes scolaires nigériens et dont la cérémonie d'ouverture a été présidée par le secrétaire général adjoint du ministère de la Culture, des Arts et des Loisirs. La synthèse avec Askou Jibrila et Gérard Ablaziz. Promouvoir l'écriture et renforcer la capacité créatrice des jeunes talents. Ce sont là les objectifs essentiels de cette rencontre qui durera 5 jours au Centre national du réseau de bibliothèques et de la lecture publique, situé dans l'enceinte du CCOG. Les participants sont des jeunes scolaires nigériens dont l'âge est compris entre 12 et 18 ans, triés sur le volet, il faut le préciser. Au cours de cet atelier, les bénéficiaires auront des outils sur l'art d'écrire des œuvres littéraires, notamment la nouvelle, le roman, la poésie et autres. Nous fondons beaucoup d'espoir sur cette formation, qui, je le rappelle, s'inscrit dans un processus, celui d'offrir à la nation nigérienne des auteurs de qualité. Et vous avez des encadreurs qui sont dans ce que les professionnels appellent la filière du livre, notamment des auteurs, des dessinateurs, des administrateurs. En tout cas, nous fondons beaucoup d'espoir sur cet atelier d'écriture parce qu'il va vous outiller pour pouvoir mettre en exergue le don que Dieu vous a donné. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du mois du livre lancé le 14 décembre dernier et qui comporte également à son menu le Grand Prix Boubou Hamma, la foire du livre et la concertation nationale autour du livre. Enfin, la partie magazine, nous vous proposons les synthèses des missions ministérielles sur les résultats de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2013. Bonne réception et bonsoir sur Télésat. Cette visite, ce qu'il faut retenir comme idée, je crois que je retiens 4 points essentiels. Premièrement, les zones visitées, les communes et les populations rencontrées nous indiquent que les populations sont à l'attente du gouvernement, surtout pendant cette période où nous avons connu un déficit et qu'ils sont, comme en 2012, ils sont engagés pour attendre le gouvernement pour qu'il puisse les accompagner. C'est extrêmement important, cette attente des populations qui se sentent engagées, c'est ce que j'ai constaté. Ensuite, ce qu'il faut dire, c'est que le cas d'un village ici, Ijegran par exemple, où les jeunes se sont engagés à aller dans les actions de développement, et la mise en place de ces aménagements hydro-agricoles, ça m'a beaucoup frappé. Ils disent qu'ils sont engagés à produire désormais et que les questions d'insécurité sont oubliées dans la région. C'est extrêmement important, cet engagement de la jeunesse. L'autre chose, c'est que les populations nous ont parlé sincèrement sur quelques problèmes qu'ils ont, notamment dans le domaine de l'éducation, de la santé, sur le domaine de l'élevage, agricole, etc. Dans l'ensemble, sur le plan face à ce déficit, j'ai trouvé des populations engagées qui sont prêtes à relever les défis comme en 2011, avec toutes les autorités qui semblent être aussi engagées que les populations. Ça, c'est un bon signe. Souvent, vous savez, l'État met à la disposition des populations des moyens énormes, mais les populations, par l'usage qu'ils en font ou bien par le manque de volonté, on n'arrive pas à atteindre l'objectif. Et je suis convaincu que les populations d'Agadez, avec leurs autorités, sont engagées sur ce plan. Et je pense que je suis très optimiste sur le résultat que nous atteindrons. L'autre question, c'est la question sécuritaire que je constate. Accalmie totale dans la région d'Agadez.
avec l'engagement des forces de défense et de sécurité, des autorités coutumières, des autorités administratives, les forces de défense et de sécurité. Vous voyez, on avait sillonné jusqu'à 1 h du matin, on circulait dans la région d'Agadez. C'est un bon signe. Et nous pensons que ça c'est un élément déclencheur de l'arrivée des partenaires aussi dans la région. Et ça permet d'avoir des actions fortes de développement. L'autre question que nous avons, quelques problèmes que nous avons vus, c'est vrai, par-ci, par-là, mineurs soit-il, le manque de quelques enseignants, le manque de quelques infirmiers, mais c'est des questions qu'au niveau régional déjà, en tout cas le gouverneur avait donné quelques explications pour trouver au niveau régional déjà quelques solutions. Donc c'est extrêmement important. L'autre chose qui me donne satisfaction, c'est que au niveau de zones productives, un certain nombre d'investissements sont faits. On a constaté sur le plan pastoral, à Mazababou, l'Iraser, un peu partout, on a un certain nombre de grands investissements qui sont faits et qui n'attendent que d'être, comme les populations n'attendent que la mise en œuvre effective. Je pense que c'est aussi une bonne chose. Et aussi, enfin, ce que je dois dire, les cris de cœur des femmes. Je crois que c'était à Arlit et également à Bilma, les femmes qui sont engagées à être vraiment des véritables acteurs de développement. Ça m'a marqué aussi de coopératives qui se disent, monsieur le maire, donnez-nous un terrain, nous allons produire pour la région. C'est extrêmement important. Donc j'ai compris qu'il y a un changement de mentalité dans l'ensemble et de la population et de la jeunesse. Donc c'est extrêmement important et nous pensons que l'année 2014 va être une année porteur pour cette région, pour que nous puissions dire, mais oublions 2 années de déficit, 2 années de défi et 2 années de gestion. Moi je pense que nous allons dire qu'au Niger, notre stratégie répond bien déjà à la question de la sécurité alimentaire. La rencontre a été surtout marquée par un exposé de la situation agro-silvo-pastorale et hydraulique 2013 dans la région de Difa et les recommandations de la région en termes de réponse aux préoccupations qui en découlent. Il en ressort que la campagne 2013 a été caractérisée par des périodes de sécheresse, des inondations et des dégâts des ennemis des cultures. Il en résulte des déficits céréaliers de 63 000 tonnes et fourragers de plus de 1 million de tonnes. C'est au regard de cette situation, a indiqué la ministre de l'enseignement primaire, que le gouvernement a dépêché des missions ministérielles à travers le pays pour échanger sur les mesures urgentes à prendre. En ce qui concerne les différents entretiens avec les acteurs et les populations bénéficiaires, ces dernières ont eu à exprimer leur satisfaction par rapport aux promesses tenues dans le cadre des engagements du président de la République, son Excellence M. Issouf Mahamadou. Et un autre point, un autre élément non moins important est certainement celui des transferts sociaux aux groupes vulnérables. La population a beaucoup apprécié les dispositifs sécuritaires mis en place qui a permis de garantir la quiétude sociale par la réduction des vols de bétail et les attaques à main armée. Un autre motif de satisfaction, c'est l'annonce de la somme de 2,2 milliards au titre des redevances pétrolières aux collectivités de la région pour l'année 2013. Cette manne contribuera sans nul doute à améliorer le niveau de réalisation dans le cadre du développement local. Prenant en compte les recommandations de la région, un plan d'atténuation a ainsi été élaboré par le gouvernement. Près de 7 milliards de francs seront dépensés au titre de la production des cultures irriguées, de la sécurisation du cheptel, de la distribution des revenus à travers des travaux d'intérêt collectif et la reconstitution du stock céréalier. À tout cela s'ajoute un plan d'accélération de la mise en œuvre de l'initiative 3N pour environ 120 milliards de francs CFA. Cet exposé a donné de l'espoir aux populations d'Idifa qui savent par ailleurs pouvoir compter avec un potentiel agro-silvo-pastoral extraordinaire et des redevances pétrolières annuelles désormais assurées. C'est pourquoi lors des échanges, l'espace de préoccupation s'est rétréci et n'a porté essentiellement que sur la problématique des inondations de la Komadougou-Yobé. La récurrence du phénomène commence à inquiéter sérieusement. Les participants à la réunion préconisent des mesures pouvant s'inscrire dans la durée. Réponse du comité régional de gestion des crises et catastrophes, le plan de réponse qu'il vient de transmettre au niveau national prend en compte cette préoccupation.
Conclusion de la ministre de l'Enseignement primaire, c'est un appel. Les leaders religieux et d'opinion doivent œuvrer à conforter la paix et la quiétude sociale. Cette réunion de synthèse a regroupé autour de la ministre en charge de la population, le gouverneur de la région de Niamey, les conseillers du Premier ministre, le directeur du cabinet de la ministre, le président du conseil de ville, les maires, les cadres centraux, régionaux, départementaux et responsables des programmes, les conseillers de ville, les FDS, les chefs traditionnels et religieux. Au cours de cette rencontre, les directeurs régionaux ont chacun dans son domaine de compétences présenté des exposés sur la base des données issues des arrondissements communaux, les principaux défis qui se posent aux populations ainsi que les solutions envisageables et envisagées. Pour Mme Mekibi Kadidiatou Dandobi, ce bilan synthèse offre une carte visible et claire des principaux constats, défis et besoins immédiats pour sécuriser la population et le bétail en vivre à travers les stratégies de l'initiative 3N. Il ressort clairement de cette mission que la problématique fondamentale qui se pose à la région de Niamey pour envisager un développement durable